Mesdames et messieurs, on espère que le déjeuner s'est bien passé. Bienvenue à cet après-midi du Forum NetExplo dédié au management et à la société numérique pour débuter une conférence intitulée, je vois le live streaming, oui, qui va reprendre, une conférence intitulée Réseaux sociaux et dialogue 2.0 dans les entreprises, une nouvelle équation pour demain. Pour en parler, j'appelle sur scène Christophe Aguiton, sociologue à Orange Labs et cofondateur d'Attaque, et Pascal Porter de BPI. Asseyez-vous, asseyez-vous. Non, mais restez avec moi, soyez pas timide. Alors, on va développer tout ce que l'intrusion des réseaux sociaux dans les entreprises pose comme question, comme problème, comme opportunité aussi. D'abord, un sujet pour vous rappeler, pour nous rappeler en images ce qui se passe près de nous et ailleurs. Regardez. Twitter, Facebook, des millions de messages échangés chaque jour, un moyen de communication inédit dans l'histoire de l'humanité, décentralisé, au coût dérisoire et très viral. L'information n'a jamais été aussi instantanée et les idées circulent vite, très vite. Certaines explosent même en révolution. Tunisie, Égypte, Libye, on parle de la révolution Facebook. La jeunesse se mobilise à travers un média difficilement contrôlé par les autorités. La peur disparaît, les dictateurs aussi. Mais les internautes n'ont pas attendu Facebook ou Twitter pour exprimer leurs revendications à travers le réseau. Septembre 2007, des employés italiens d'IBM lancent une protestation globale sur Second Life. Plus de 1800 avatars seront comptés dans cette toute première cyber-manifestation, moyen alors unique pour regrouper en un même endroit des centaines d'employés dispersés de par le monde. L'initiative intrigue et interpelle nombre de grands médias. Les syndicats le savent très bien, c'est cette médiatisation classique et mainstream qui a eu les effets escomptés. Les revendications salariales sont acceptées, car s'ils sont un formidable moyen de regrouper des gens et des idées éparpillées sur la planète, les réseaux sociaux n'ont jamais eu autant de force que quand ils sont repris par les grands médias nationaux. En quelques heures, la mésaventure d'Anne-Marie Costa a enflammé le web. Cette caissière d'hypermarché a failli être licenciée pour avoir récupéré un ticket de caisse abandonné contenant une offre commerciale. La réaction de sa direction, qui a porté plainte pour vol, a scandalisé des dizaines de milliers d'internautes. Un tollé qui a fait reculer l'enseigne. Mobilisation en France contre le licenciement d'une caissière. L'image du supermarché souffrira au-delà du mauvais buzz, car là aussi, ce qui fait l'événement sur les réseaux sociaux est repris à la télévision. Dernière initiative en date l'hiver dernier aux États-Unis, jusqu'alors plus ou moins laissés à l'écart lors des négociations salariales. Les 42 000 employés de Ford syndiqués chez United Auto Workers ont quasiment suivi heure par heure l'avancée des négociations à travers Facebook et Twitter, à tel point que le syndicat a été dépassé par sa base, puisqu'une majorité a refusé net la proposition d'accord de principe. Entreprises, syndicats, partis politiques, les réseaux sociaux interpellent toutes les organisations. Une nouvelle donne 2.0 que les dirigeants vont devoir appréhender. Pascal Porter, Christophe Aguiton, le parallèle avec les révolutions arabes, avec les printemps arabes, il est pertinent pour vous ? Ah, pour moi, il l'est. Évidemment, le contexte de sociétés démocratiques et de pays développés comme la France ou l'Europe ne sont pas les mêmes, mais on va retrouver quelque chose de commun. C'est le fait qu'on a à la fois du réticulaire, du réseau, de l'individu, mais aussi des mobilisations où on va voir des grandes masses lever et se retrouver. On est en ce moment en France en pleine élection présidentielle. Si on parlait que des réseaux et d'Internet, on serait à côté de la plaque, hein. Il suffit de regarder l'audience de grandes émissions comme des Paroles et des Actes, que ce soit Hollande ou Sarkozy, ou l'affluence dans les meetings, quels que soient les candidats. Les salles sont pleines à craquer. Les deux choses, en fait, ne sont pas contradictoires. On n'a pas d'un côté la vieille politique et de l'autre le réseau social. Le fait d'avoir autant de monde devant les écrans de télé ou dans les meetings, ça renvoie à la même raison de fond. C'est l'affaiblissement des corps intermédiaires, l'affaiblissement de ceux qui disaient pour qui voter. Et aujourd'hui, on a des individus qui à la fois s'expriment directement, ça c'est l'Internet, les blogs, les réseaux sociaux, et puis des individus, quand ils ont à choisir dans une élection présidentielle celui ou celle qu'ils porteront à la magistrature suprême, veulent le voir directement. On est dans un rapport religieux plus protestant que catholique, on n'a pas envie de croire l'Église, on a envie d'avoir un rapport direct avec celui pour lequel on va peut-être voter. Alors, dans les conflits sociaux, on en connaît moins.
C'est vrai qu'il y a eu depuis Second Life et IBM, il n'y a plus du tout Second Life, mais il n'y a plus Second Life dans la vraie vie non plus. Je vous rassure, Second Life va très bien, il y a même beaucoup d'argent. On les voit moins, en tout cas, dans les médias et dans les protestations. Par contre, effectivement, l'expression de la base à travers les Twitter et les Facebook est quelque chose qui commence à exister beaucoup. Il y a eu en France récemment une grève comme ça qui n'a pas pu se faire, enfin qui avait été lancée par les organisations syndicales et par la protestation ou par finalement le non-accord sur Facebook et Twitter, le mot d'ordre de grève a été retiré. Donc c'est vraiment l'expression. Alors c'est l'expression de la colère, c'est l'expression de la colère individuelle, c'est l'expression de la colère des métiers, mais c'est rarement l'aboutissement à une solution du conflit. C'est rarement le remplacement de la négociation qui quand même doit toujours exister. Christophe Aguiton, vous faisait le parallèle avec l'Internet qui s'anime, qui s'enflamme, mais qui ne décide pas, par exemple, des élections. Là, c'est pareil, il se passe des choses sur Internet, mais c'est pas ça qui fait le dialogue ? Ben, c'est pas ça, c'est pas avec un quelconque réseau social qu'on négocie finalement l'accord. Il faut encore des représentants du personnel, des représentants des comités d'entreprise, avec qui finalement l'accord soit se trouve ou ne se trouve pas. Donc au niveau de l'expression est spontanée, importante. Au niveau de la résolution du problème ou du conflit, on reste dans les structures traditionnelles, pour le moment. Christophe Aguiton, pardon, qu'est-ce qui fait la genèse de ces mouvements, de ces mobilisations en ligne ? C'est quoi? C'est la caisse de résonance, c'est le catalyste d'une majorité silencieuse, même si j'aime pas l'expression. Moi, je crois qu'il y a deux idées qu'il faut retenir. L'Internet est évidemment à la fois un média et un moyen de communication, mais il va être d'autant plus important que les médias traditionnels ou les moyens de communication traditionnels fonctionnent mal. Bon, on l'a bien vu dans le monde arabe où c'est sur Facebook qu'on mobilise et c'est grâce à YouTube ou tout autre moyen ou Dailymotion qu'on va renvoyer les images à l'extérieur. Donc on a ce côté, le réseau social est le seul moyen de pouvoir s'exprimer. Mais on a vu par exemple en France, quand on a une offre politique qui est très bien distribuée, une présidentielle comme celle de 2007 ou on n'a pas encore les résultats du Conseil constitutionnel, mais qui devrait donner aussi un spectre très large de l'extrême gauche au Front National, les réseaux sociaux ne sont qu'un accompagnement de la campagne des grands candidats et ils ne changent pas grand-chose sur l'opinion en finale que se feront les Français des programmes et des personnes pour lesquelles ils vont voter. À l'inverse, si on se rappelle de la campagne pour le référendum sur la Constitution européenne de 2005, où les médias dominants et les partis politiques dominants étaient tous pour le oui, c'est sur l'Internet que le non s'est exprimé. Un petit peu comme, il y a maintenant plus de 15 ans, les premiers à avoir vraiment utilisé l'Internet à son tout début en France, en 1995, quand on a commencé à vendre des offres qui permettaient aux individus de se connecter sur l'Internet, ce sont les chômeurs et les sans-papiers qui ont utilisé les premiers l'Internet, alors pourtant qu'on parlait déjà de la fracture numérique, bien plus que les syndicats traditionnels qui, eux, avaient des courriers avec des adresses postales qui fonctionnaient, des téléphones, des fax et toute une série de choses qui faisaient qu'ils n'avaient pas encore besoin de l'Internet. Bon. Donc on a cette première idée. Puis il y en a une deuxième, je ne veux pas être trop long, c'est qu'il faut comprendre aussi d'où vient l'Internet. Historiquement, l'Internet est le produit, on l'oublie trop souvent en pensant à l'armée américaine, est le produit de la contre-culture américaine. Bon. L'an dernier, je suppose que beaucoup d'entre vous étaient là, et un des moments qui m'a le plus amusé, et plus sur le fond, c'était quand Steve Crocker, un des fondateurs de l'Internet dans les années 70, est venu. C'était l'après-midi du vendredi, il était tard, il était trop long, tout le monde essayait de le faire se presser, mais il ne tenait qu'à une seule chose, c'est qu'on voit les images de Woodstock. Et Woodstock, c'était la clé pour lui, parce que c'était sa culture. Bon. Et on a une autre phrase qui est tout à fait intéressante, qui est le motto, si on peut dire, de ceux qui dirigent techniquement l'Internet, qui est David Dana Clark, qui dit, je vous le dis en français, mais il dit « Nous ne croyons ni au roi, ni au président, ni même au principe du vote. Ce à quoi nous croyons, ce que nous voulons, c'est du consensus et un code qui marche. » C'est-à-dire une démocratie du faire et du consensus, qui est exactement ce que les jeunes ou moins jeunes militants des mouvements comme les Indignés ou les Occupy font quand ils s'opposent à la fausse démocratie, la démocratie délégataire et représentative. Ils annoncent en échange, en contre, la vraie démocratie, qui est en fait une démocratie du consensus, un peu comme l'Internet. Alors, moi, je vais rebondir sur cette notion de consensus et de compromis. Si on se dit qu'effectivement, les réseaux sociaux, d'une façon générale, et Twitter en particulier, mais Facebook aussi, sont des instruments de consensus, où on like ou on don't like, mais on n'a pas beaucoup de compromis, on n'a pas beaucoup de voix médianes. Quand on est sur des problèmes de la vraie vie, et en particulier dans des conflits ou dans des accords à signer en entreprise, il y a forcément, d'une façon ou d'une autre, un compromis qui doit se faire entre les intérêts des uns et les intérêts des autres. Donc il est difficile d'imaginer, presque par essence, que les réseaux sociaux vont pouvoir travailler le compromis et que de l'autre côté, on n'arrivera jamais à un consensus. Donc il y a cette distance, il y a cette fracture qui est certainement quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de résoudre tous les problèmes par les réseaux sociaux, en tout cas dans le dialogue social.
D'autant que le parallèle, il n'est pas si évident que ça. Vous avez d'un côté l'Internet qui est un média de l'individu, en tout cas de l'individuel, et qui là peut s'opposer à une parole qui est celle, par exemple, d'un syndicat, enfin de tous ces corps intermédiaires, où là on est face à une parole collective. Oui, non, c'est tout à fait vrai. L'Internet a été construit pour l'individu. Donc, dans les années 70, un individu collaboratif, un individu solidaire. On est vraiment dans ce qui vient du mouvement beatnik, hippie, de la contre-culture américaine, où c'est à la fois l'individu et les autres qui vont jouer. Bon, et ça, aujourd'hui, on le retrouve sur l'Internet. Le Web 2 est à la fois un mouvement entrepreneurial, mais aussi un mouvement social. C'est un mouvement très particulier qui est celui du Web 2, enfin cette vague-là. Mais ce qui est sûr, c'est pour que des formations comme les syndicats, intégrer cette culture-là est difficile. Parce que pour un syndicat, ce qui est clé, c'est la parole collective. C'est la structure collective qui va s'exprimer pour un accord ou contre un accord, peu importe. Et le fait de passer par l'individu ne fait pas partie des modes de fonctionnement traditionnels du syndicalisme. Donc il y a une difficulté que les syndicats doivent savoir gérer, mais qui ne va pas de soi. Oui, moi je vais rajouter à ça que certes il y a la notion d'individu, mais il y a aussi la notion d'individu ensemble, qui n'est pas forcément la même chose que l'individu dans le collectif. Et c'est ce qu'on trouve dans les communautés, ou dans les communautés de pratique, ou dans les communautés de métier. Et c'est ce qui marche le mieux, on le verra peut-être tout à l'heure, mais c'est ce qui marche le mieux en entreprise. Et on arrive là finalement à fédérer les individus autour d'un problème qui les réunit, mais c'est un problème très, très pratique, qui les concerne individuellement. Et ces communautés, dans les réseaux sociaux, sont ce sur quoi finalement la parole est dite et partagée. Et ça pas simplement l'individu de ce point de vue-là. Si on cherche des précédents historiques, ces actions sur Internet, ça rappelle quoi? Ça rappelle les coordinations des années 80? Oui, un peu comme tout à l'heure j'expliquais que l'Internet est particulièrement important quand les médias ou les représentants traditionnels ne représentent pas l'opinion réelle du pays. Quand les syndicats, d'une certaine façon, font le boulot, ils sont reconnus. Je pense au mouvement des retraites, quoi qu'on pense de la cause et du résultat. C'est pas le débat d'aujourd'hui, mais clairement les syndicats ont mobilisé, les salariés, les retraités sont venus avec eux. Donc il y avait une correspondance assez forte entre les aspirations des salariés et des retraités et les propositions d'action que faisaient les syndicats. Si on se remet bien en arrière, une vingtaine d'années en arrière, et qu'on se rappelle d'un mouvement comme celui des infirmières, par exemple, le mouvement syndical n'était pas vraiment prêt à les soutenir pour des tas de raisons. Et les infirmières se sont organisées en coordination. Et ce mouvement des coordinations, à la fin des années 80 jusqu'au début des années 90, était tout à fait significatif de cette tentative de s'organiser autrement, à côté du mouvement syndical, voire parfois contre le mouvement syndical, et à obliger le syndicalisme à une vraie mutation. N'oublions pas que jusqu'en 68 et aux années 70, le syndicat décidait et les salariés appliquaient. Ils faisaient grève ou ils arrêtaient la grève. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise en lutte où ce ne sont pas les salariés qui décident, et tous les syndicats ont appris à non seulement intégrer et respecter, mais à favoriser cette expression directe des salariés, sans lequel il n'y a plus aujourd'hui de lutte possible. Donc il y a eu une évolution et on n'entend plus parler de coordination parce que les syndicats se sont transformés. Il faudra qu'ils fassent le même type d'efforts sur eux-mêmes pour aboutir au même type de transformation sur l'Internet. Oui, dans un autre ordre d'idées, et si on passe à l'autre bout du scope, on a aussi des revendications plus corporatistes ou plus de conditions de travail qui peuvent échapper complètement aux syndicats et qui peuvent être portées par des individus dont finalement c'est la situation quotidienne. Et moi j'ai toujours été frappée par cet exemple qui nous a été donné par une entreprise de grande distribution, d'une moyenne surface, donc des magasins qui ont peu d'employés, mais partout sur le territoire français. Ils ont monté un réseau d'entreprises, que l'entreprise d'ailleurs anime, et un jour a surgi le problème tout à fait anecdotique des chaussures de sécurité pour les caissières. Les caissières étant obligées dans cette entreprise de porter des chaussures de sécurité tout à fait disgracieuses. Et à un moment, sur ce réseau, les caissières ont dit il y en a assez de porter ces chaussures de sécurité, on n'en a pas vraiment besoin. Sauf que c'est pas totalement vrai, parce qu'elles en ont quand même besoin quand elles vont dans les entrepôts. Et ça a failli devenir une vraie revendication au niveau des syndicats pour finalement améliorer les conditions de travail ou d'image, je ne sais pas, des caissières. Et puis finalement, une caissière de je ne sais plus où, a dit que dans un catalogue de chaussures professionnelles, elle avait repéré un modèle particulièrement saillant et que finalement, c'était peut-être pas une mauvaise idée que de proposer ce modèle qui à la fois pouvait convenir à toutes les caissières, et c'est ce qui s'est fait. Donc la revendication qui au départ aurait pu être le prétexte, peut-être tout à fait justifié, à de meilleures conditions de travail, a été tuée dans l'œuf par la proposition sur le réseau d'une de ces caissières qui a réglé le problème très vite finalement.
Bon, Avec ça consensus. ça doit être le cas d'école présenté aux entreprises par ceux qui veulent leur vendre du réseau social. Sûrement, Et peut-être par les marchands de chaussures. Et peut-être par les marchands de chaussures. Mais pour tout le reste du spectre, comment est-ce que l'entreprise peut réagir à ce qu'on a vu dans le sujet, par exemple, tout à l'heure, à ces formes de revendications, d'abord qui viennent de gens qui ne sont pas les interlocuteurs habituels de l'entreprise? Alors, la façon de réagir, elle pourrait être de s'adresser directement et de commencer à s'observer, d'avoir un réseau social d'entreprise, d'observer ce qui s'y passe, d'écouter et de trouver les moyens d'y répondre. Il y a une deuxième façon de faire qui rejoint ce que disait Christophe, c'est que dans les entreprises restent quand même les superviseurs, les cadres intermédiaires qui sont normalement des relais naturels, normalement, de ce qui peut être retransmis par la base. Et c'est vrai qu'en ce moment, cette catégorie-là est très malmenée. C'est les réseaux sociaux, il n'y a plus de cadre intermédiaire, il y a des salariés qui s'expriment. Donc la proximité de ce management avec leurs propres salariés peut être aussi une bonne façon d'écouter ça. Donc c'est important de savoir que si on ne s'occupe pas de ceux qui sont censés porter les salariés, y prêter attention, les conduire, les faire travailler aussi, on aura certainement beaucoup de difficultés. On entend des entreprises qui disent ah mais attendez, nous on est présents sur les réseaux sociaux. Alors d'abord, des syndicats aussi d'ailleurs. Ça veut dire quoi, être présent sur les réseaux sociaux? Et que faut-il que ça veuille dire? Alors, sur les syndicats, je crois que Christophe y répondra mieux, mais quand même, je trouve qu'en ce moment, on voit beaucoup plus d'initiatives des syndicats pour être présents, pour travailler le sujet. Il y a des groupes de travail qui se montent, une association qui rapproche des DRH et des syndicalistes, qui a monté un groupe de travail spécifique sur les réseaux sociaux. La CFDT Métallurgie a monté un serious game que je crois peu de gens connaissent, mais qui est intéressant, sur un salarié qui va qui va chercher du travail et qui doit passer un entretien et toutes les différentes étapes. Et c'est un serious game, comme les entreprises font des serious games. Donc je crois que les syndicats commencent à s'y mettre aussi, et c'est normal puisque tout de même ils ont aussi des jeunes qui les poussent à le faire. Sur les entreprises, la grosse question qui se pose dans les réseaux sociaux, je crois que tout le monde commence à en parler, tout le monde commence à avoir son propre réseau social. La question se pose sur qui les dirige, qui les modère, y a-t-il un animateur, est-ce que c'est libre, qu'est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est organisé? Donc le principe même d'avoir des réseaux sociaux dans l'entreprise, je crois, est un principe acquis. C'est pas forcément un groupe Facebook, hein, ça peut être un réseau social dédié. Toutes les questions qui ensuite viennent après sont des questions importantes et auxquelles les entreprises peuvent donner des réponses différentes parce que ça va dépendre de leur culture, de l'ouverture de leurs dirigeants, de l'acceptation. Mais c'est vrai, je crois que c'est un élément important. Donc les réponses à ces questions-là sont forcément différentes. Ce qu'on voit, je crois, en tout cas, je le disais au début, le plus efficace, c'est les communautés de pratique ou les communautés de métier, qui souvent réunissent des gens qui sont géographiquement loin et qui ont des sujets très, très, très pratiques et très métiers à traiter. Et de ce point de vue, on assiste quand même à la résurgence d'une certaine forme sinon de corporatisme ou en tout cas de regroupement sur les métiers, qui peuvent rappeler le compagnonnage. Ça va beaucoup plus vite, c'est sur le monde entier. Mais c'est vrai que réunir dans une même communauté, au sein d'un réseau social, les gens qui font le même métier, qui peuvent s'échanger à la fois des trucs et astuces, mais aussi des vraies questions pour faire remonter au règlement technique du problème, c'est à la fois évident et facile, mais jusque-là, ça n'existait pas. Les réseaux sociaux permettent ça. Je précise qu'on viendra tout à l'heure à vos questions sur Balloon qui défilent derrière nous. Christophe. Non, c'est juste un mot à rajouter sur les syndicats et les mouvements sociaux. On va retrouver un petit peu la même chose que dans les années 90, où les sans-papiers et les chômeurs étaient plus présents sur l'Internet et surtout sur le mail, hein, tout bêtement, que les syndicats traditionnels ou les formations plus classiques du mouvement social. Aujourd'hui, on a un peu la même chose, soit avec ce qui est toujours le mouvement altermondialiste, qui est un mouvement directement international et où là, l'Internet est la condition même du développement de ces mouvements-là, soit avec les indignés et les mouvements Occupy, hein, qui ont beaucoup repris les exemples du monde arabe dans un contexte différent, puisque c'était Madrid, New York, Londres et d'autres villes de ce type, mais où là, on a un mouvement social qui s'exprime en donnant d'abord et avant tout la parole à l'individu, hein, ce en quoi il est vraiment en phase avec l'Internet. Donc c'est plutôt dans ces mouvements-là que l'Internet va être le vecteur numéro 1, voire unique, de mobilisation. Dans le monde syndical, en effet, il y a des expériences positives, mais on n'en est pas du tout au même degré.
C'est quoi les bonnes pratiques, les bons exemples, Pascal Porter, de réseaux sociaux bien faits qui servent? Parce que le problème, c'est que une fois qu'on dit ça y est, j'ai ouvert mon réseau social d'entreprise, on n'a rien fait en fait. C'est comme dire j'ai ouvert un blog et pas publié le premier article. C'est pas parce que vous mettez l'outil en place que les gens viendront. Il faut aussi que les conditions du dialogue, même en ligne, existent. Oui, alors la première chose, je crois, qui est importante à savoir, c'est pourquoi on le fait. Ça correspond à quoi? Est-ce que c'est pour effectivement donner une meilleure parole à des gens qui ne l'ont pas ou peu? Est-ce que c'est pour renforcer un métier? Est-ce que c'est pour faire favoriser finalement et affaiblir les distances entre les personnes? Je crois qu'on n'a pas forcément le même réseau social ou la même tête de réseau social selon la réponse que l'on donne à ces questions. Ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux qui marchent bien sont des réseaux qui sont, j'allais dire presque d'évidence. J'évoquais les communautés de métiers, les communautés. Alors vous pouvez trouver des communautés techniques, des communautés de fonction, des communautés RH, des communautés. Ça, je crois que c'est vraiment une évidence. L'animation. Ce serait triste qu'un réseau social dédié au RH fonctionne pas. Mais... Oui, il doit en exister. L'animation du réseau est vraiment important. Je crois qu'à chaque fois qu'on en a vu bien fonctionner, il y a quelqu'un qui anime ce réseau, qui régule ce réseau, ce qui ne veut pas dire que finalement on interdit ou on met des règles qui soient des règles finalement un peu contraires à la liberté d'expression. Les exemples de dysfonctionnement ou de dérive existent partout, mais finalement la communauté autorégule relativement la parole. Il y a toujours des exceptions, mais ça c'est le problème d'Internet et c'est le problème on a l'impression de parler mais en fait on écrit et que les écrits restent, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est des règles. Et ensuite, la grosse question du réseau social, c'est comment c'est fréquenté, comment ça vit, combien de temps ça dure, est-ce que c'est relancé, est-ce que c'est pas quelque chose qui est lancé à grand renfort de communication et qui 6 mois après n'est plus fréquenté. Donc il y a des indicateurs de mesure. Il faut faire vivre ce réseau. Et effectivement, le réseau ne vit bien que lorsqu'à un moment, des groupes le font vivre pour leur propre intérêt ou pour leur propre partage. Est-ce que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça pose quand même des problèmes sur tous les cadres intermédiaires, par exemple, bref, sur tous ceux qui faisaient le rouage entre la base et le management. Le même problème se pose pour les syndicats, on l'a vu au tout début de ce débat. Les réseaux sociaux ont un grand effet d'égalisateur, c'est-à-dire qu'on aplatit la hiérarchie, ce qui est formidable parce qu'il y a cet aspect d'accès direct, comme on l'avait dit pour la présidentielle. Pour autant, on écrase tout ce qui se passe entre le haut et le bas. En fait, il y a une vraie contradiction, parce que d'un côté, il y a une aspiration sociale à avoir un contrôle plus direct de ce qu'on fait, c'est l'augmentation du niveau culturel, l'augmentation du niveau d'études dans nos sociétés, le fait que les gens n'aient pas envie d'avoir, oui, des églises, des appareils, des partis qui leur disent quoi faire, ça c'est vraiment ce qu'on voit partout dans nos sociétés. Mais de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est que dans le monde de la politique, comme dans le monde de la relation sociale, on va augmenter les lieux de réunion, le nombre de ces réunions, l'impact de décisions qui sont prises. Je pense à l'intercommunalité, par exemple. Là, on est vraiment dans le monde de la politique et des collectivités locales qui prend un temps absolument énorme et qui renforce évidemment les corps intermédiaires, de même que la négociation interne dans l'entreprise, dans toutes les sphères de dialogue social, comité d'entreprise, délégué du personnel, CHSCT, j'en passe et des meilleurs, crée une espèce de structure intermédiaire utile par ailleurs, mais qui ne correspond pas forcément aux aspirations des salariés. Donc là, il y a une tension, ce qui ne veut pas du tout dire que ces lieux-là soient inutiles, ça ne veut pas du tout dire qu'il faut se débarrasser ou court-circuiter ces lieux-là, mais probablement de trouver d'autres manières de faire qui ne sont pas faciles à imaginer. Et la tension, elle s'exprime aussi en termes de temps et de contraintes, que ce soit pour les managers intermédiaires ou que ce soit pour les syndicalistes. Le temps passé, les uns pour les reportings, pour les réunions internes, les autres pour les réunions en CHSCT, CE et autres, est infini. Et donc le temps passé avec leurs salariés est d'autant moins important. Or, on a vu, et je crois qu'il y a beaucoup d'écrits là-dessus, et on le dit sans cesse, que le manager qui n'installe pas une proximité suffisante avec les salariés qu'il est censé diriger est un manager qui rate quelque chose à la fois dans la mobilisation et dans l'encouragement de ses salariés. Il faut avoir du temps, il faut que ce soit reconnu, et c'est vrai que dans le mouvement actuel, c'est pas forcément une priorité dite comme telle. Dernière chose, si le dialogue se fait directement au-dessus de tous ces corps intermédiaires,
qui sont les nouveaux interlocuteurs de l'entreprise. On l'a vu dans le sujet avec l'histoire de United Auto Workers, en train de négocier un accord salarial avec Ford, et pendant ce temps-là, il y a 40 000 des membres de UAW qui sont en train de dire sur Internet, non, nous, on n'est pas d'accord avec l'accord. Oui, mais ça, je pense que c'est une évolution qui est plutôt positive, qui n'est pas facile à gérer, hein, d'un côté comme de l'autre. Mais c'est l'idée qu'il y a une démocratie plus directe, plus participative. Hein, le mot a été beaucoup employé et souvent galvaudé, mais derrière, il y a cette idée-là, hein, qu'on veut pouvoir être partie prenante des décisions qui nous concernent dans toutes les sphères d'activité de la vie sociale. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va être compliqué à gérer, mais qui est inéluctable et positif. Ce qui est plus difficile, je reviens à la formule dont parlait Pascal sur la gestion écrite, écrit et oral, c'est que dans ce monde-là, les choses sont gravées dans le marbre. Hein. Bon, on le voit bien en politique aujourd'hui, mais tant qu'on est dans une présidentielle, les choses ne sont pas très graves. Hein. On peut estimer que ceux qui sont candidats à une élection présidentielle doivent savoir gérer des micros et des caméras qui les filment en permanence ou qu'ils se déplacent. Mais quand on est dans un petit conseil municipal de 200 personnes, quand on est dans des structures qui sont beaucoup plus locales et que tout est enregistré aujourd'hui avec un téléphone portable, une petite caméra ou tout autre, la parole libre où on pouvait s'excuser après avoir dit quelque chose qui avait dépassé sa pensée, dans lequel on avait employé des mots qui n'étaient pas forcément les mots les plus adaptés, et tout le monde acceptait les excuses quand quelqu'un disait ben non, j'ai pas vraiment dit ça, il l'avait peut-être vraiment dit, mais peu importe, on trouvait le moyen de faire croire ou de faire semblant de croire qu'il n'avait pas prononcé les mots qu'il venait de dire, et top là, tout le monde était content. Aujourd'hui, c'est dans le marbre. Bon, et ça pose toute une série de problèmes, comme ça va poser des problèmes dans les usages des réseaux sociaux par les salariés dans l'entreprise. On dépasse le cadre du dialogue social, mais c'est simplement celui du salarié face à son employeur. Hein. Tout le monde a en tête ces nombreux jugements donnés qui, les uns vont dans un sens, les autres dans l'autre, ou un salarié qui, dans un groupe Facebook ou tout autre groupe de réseau social, s'exprime sur son entreprise, quelqu'un gentiment les dénonce, ils passent en tribunal, ils sont licenciés, est-ce que le licenciement était adéquat et justifié ou non? Bref, la jurisprudence n'est pas encore calée, mais il y a quelque chose de tout à fait fondamental qui est la protection de cette zone grise entre privé et public, qui est protégée pour les mails. Hein. Un manager n'a pas le droit d'ouvrir un mail sans l'accord du salarié ou sans un jugement en référé qui peut être donné très facilement. Est manifestement mail personnel. Voilà, ouais. Bon, à l'inverse, sur un réseau social, là, rien n'est fait et la jurisprudence n'est pas encore calée. Donc il y a un vrai sujet qui est très important dans le monde de l'entreprise et qui nous concerne tous, sur lequel la jurisprudence va devoir bouger ou des règles, lois ou règlements devront être édictés. Si on prend les exemples que tu évoquais, le problème c'est dans les temps faibles, quand rien ne se passe ou quand tout va bien, ou quand tout est normal, au fond c'est beaucoup plus confortable d'avoir une expression directe entre le patron et les salariés en squeezant les cadres intermédiaires, et c'est même aussi relativement confortable entre un délégué syndical et un salarié. Le problème c'est quand il y a une crise, et quand un leader d'opinion qui n'a pas une instance de représentation avec lui, et qui est reconnu comme leader d'opinion, parce qu'il y a des leaders d'opinion qui ne sont pas dans les syndicats et qui sont reconnus à travers les blogs, à travers les Twitter ou à travers les réseaux sociaux d'entreprise, mais ils n'ont pas de force ou de pouvoir d'agir à ce moment-là. Donc quand il y a crise, d'une part, les cadres intermédiaires, on ne peut plus compter sur eux, parce que finalement on n'a pas compté sur eux avant, donc c'est un peu tard pour les remobiliser, et ils n'ont pas la crédibilité ni la légitimité auprès de leurs salariés. Mais c'est la même chose pour les leaders syndicaux. Si ce sont des leaders d'opinion qui n'ont absolument aucun mandat dans l'entreprise, ça va être plus difficile de construire au moins une solution négociée. Donc, en période de crise, on est vraiment devant le mur de ces nouvelles pratiques, et je pense qu'il va falloir sans doute inventer quelque chose pour y remédier. Il nous reste peu de temps, je voulais venir aux questions qui défilent derrière nous depuis tout à l'heure. Certains donnent des exemples de réseaux sociaux qui fonctionnent. Je ne demanderai pas à Christophe Aguiton de savoir comment Plaza fonctionne chez Orange. Non, vous n'avez pas vu cette question, donc vous n'avez pas besoin d'y répondre. Question, arrêtez-moi quand vous voulez répondre. À quand la gamification au sein de l'entreprise? Je pense que c'est une autre tendance, c'est peut-être pour l'année prochaine. Oui, en fait, derrière, c'est tout ce que sont les serious games. Il y a un vrai sujet sur l'éducation, et l'éducation, c'est aussi dans l'entreprise. Les RH ont une culture du secret. Est-ce réellement compatible avec la transparence attendue via un réseau social? La réponse est non. On va peut-être pas en discuter. Alors, les RH n'ont pas toujours une culture du secret. Il y a quand même un certain nombre de RH qui jouent la transparence. Les RH n'ont pas une culture du partage et de l'ouverture. Ça dépend. Enfin, de la transparence. Voilà, la culture de la transparence, c'est pas la culture de l'entreprise d'une façon générale, donc des RH de façon particulière. Cependant, il y a quand même des secteurs où il y a des
des essais de transparence, et en particulier sur la communication sociale et l'équilibre normalement entre le jeu des représentants du personnel et de la direction doit amener cette transparence. La question est que souvent, on a l'impression que les choses se jouent complètement ailleurs et puis qu'on n'a que le résultat des négociations. Et c'est vrai que de ce point de vue, suivre, comme on l'a vu sur Ford, l'avancée des négociations sur Facebook ou ailleurs, est un élément de transparence. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à une rupture profonde à venir entre le jeu classique entre DRH et syndicats, la représentation en France étant extrêmement faible ? La représentation syndicale, on s'entend. Moi, c'est un vieux sujet, mais je pense qu'il n'est pas très pertinent, au sens où, en France, être syndicaliste, au sens d'être adhérent à un syndicat, c'est être militant. Bon. Alors que dans d'autres pays, comme l'Allemagne et les pays du Nord, le syndicat vous offre un service. En Belgique, par exemple, l'assurance chômage est gérée par les syndicats. Donc il faut quand même prendre de gros risques, entre guillemets, pour ne pas appartenir à un syndicat quand on dépend son assurance chômage. Bon. Mais en France, ce qui est le bon critère, je trouve, c'est la participation électorale. C'est-à-dire que ce qu'il faut regarder dans une entreprise, c'est s'il y a 30% de participation au moment des élections professionnelles. Alors là, ça veut dire que le fait syndical n'est pas présent ou très faible. Quand vous avez 60, 70 ou 80%, c'est que vous avez un syndicalisme très reconnu, quel que soit le nombre de membres dans ces syndicats. Mais moi, je voudrais juste quand même insister sur l'équilibre de ces forces. Je crois quand même que le système repose sur cet équilibre, qu'en ce moment, il est chahuté par ces nouvelles pratiques, que si on ne retrouve pas d'équilibre, on va avoir beaucoup de mal, surtout que les temps qui s'annoncent sont des temps plutôt de crise économique ou sociale, et que là, il va bien falloir qu'on trouve des lieux de négociation et des lieux où on va aboutir sur des choses qui vont être, là aussi, peut-être un compromis au bon sens du terme, mais pas un compromis au sens où on ne l'aime pas. Mais je pense que si on n'a pas cet équilibre, on sera devant des difficultés vraiment importantes. Est-il viable d'avoir une communauté de pratique fonctionnant uniquement via un réseau social sans rencontre physique ? C'est presque plus une opportunité qu'un problème, ça. C'est en fait, la communauté de pratique, quand elle peut se réunir physiquement une fois de temps en temps, c'est évidemment idéal. Mais tout de même, il y a des communautés dont les membres sont chacun à un bout d'une planète et sur lesquelles il est extrêmement difficile de les réunir tous ensemble et qui, malgré tout, partagent et arrivent à construire des choses ensemble. Et là, il faut vraiment rentrer dans les métiers. Vous me parliez de Plaza tout à l'heure. Par exemple, les informaticiens, ils sont très présents parce que c'est un métier qui a besoin de ces échanges, qui est habitué à ce type d'échange et qui va trouver dans un réseau social d'entreprise les moyens de l'exprimer. Dernière question très pratique, un réseau social doit-il être modéré a priori ou a posteriori ? La meilleure modération du réseau social, c'est la modération de ses membres eux-mêmes. Et j'ai relu récemment qu'une enquête sur LinkedIn disait que finalement, les choses qui étaient dites par les membres de LinkedIn n'étaient pas si fausses que ça, parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui disait mais non, c'est pas complètement ça, ou qui venait. Donc je crois que la meilleure modération est celle-là. En entreprise, la tentation est grande de se dire je veux quand même tout savoir de ce qui se passe et trier entre ce qui me va et ce qui ne me va pas. Si on est dans cette position, il est sûr que le réseau social va s'écrouler au bout de très peu de temps parce que personne n'aura intérêt à mettre quelque chose en disant est-ce que je vais être modéré ou est-ce que je ne veux pas être modéré. Non, mais il faut vraiment faire la différence entre un réseau social et les commentaires, par exemple sur les articles dans Libération, Le Monde ou Le Figaro. Là, il peut y avoir un vrai problème et des dérapages, d'où d'ailleurs dans certains cas des modérations a priori, même souvent a priori, qui sont exercées dans ces journaux. Un réseau social, vous ne parlez qu'à vos amis, ou à ceux avec qui vous êtes en contact. Donc votre auditoire, d'une certaine façon, est limité à ceux qui ont bien voulu vous faire la confiance d'être un de vos amis ou un de vos contacts. Et pareil, lorsqu'il y a crise, c'est là que la difficulté surgit, parce qu'il y a beaucoup moins de contrôle, beaucoup moins d'automodération, et on dit des choses qui parfois dépassent notre pensée, et qui, on l'évoquait ensemble, en Assemblée Générale, n'auraient concerné personne. Quand c'est écrit, c'est pas exactement la même chose. Merci beaucoup, Pascal Porter. Merci Christophe Aguiton. Vous pouvez continuer ce dialogue en bas des escaliers. Malheureusement, il faut qu'on lâche la scène. Merci à tous. Excellent après-midi.